decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour Adrien. Je pense que tout le monde se souvient de l'arrivée de l'application SNCF Connect en 2022. Ça avait suscité pas mal de réactions, notamment sur le design, l'arrivée du thème sombre et un parcours utilisateur qui n'était pas forcément évident pour tous. Mais tout ça, ici, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'énorme refonte technique que vous avez fait. Pour cette application, vous avez fait le choix de partir sur Flutter, ce qui n'est pas forcément un choix évident, connaissant vos contraintes. Alors, le sujet du jour, Adrien, si tu le veux bien, c'est on va discuter de comment on réussit une application développée en Flutter en respectant 3 conditions. 1, une accessibilité qui soit irréprochable, des contraintes au niveau du numérique responsable et de la consommation, et le tout en ayant une application qui soit performante. Donc c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, Adrien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, j'aimerais bien qu'on fasse un petit saut dans le passé. Adrien, peux-tu nous raconter ton premier projet informatique ? Bonjour Philippe. Alors j'ai un peu réfléchi à cette question et c'est peut-être pas exactement le tout premier projet, mais c'est un des premiers projets que j'ai fait en ESN. Ça s'appelait Projet Jordan, le nom de code. Et c'était une appli de billetterie from scratch. Donc il y avait de l'Angular en front, il y avait une appli Android, du Spring, du SQL, il y avait un peu de toutes les technos à l'époque. Donc ça c'était il y a 10 ans. Et c'était en régie chez un client, mais c'était hyper chouette parce que du coup le build, c'est toujours le plus intéressant sur des projets, de faire un truc from scratch en équipe. Est-ce que cette appli est partie en prod ? Elle est partie en prod avec un chef de projet qui était incroyable, qui s'appelle Fred, que je salue, qui allait sur le terrain avec l'appli Android, avec des billets chargés en offline pour scanner les billets des gens et tout au démarrage. C'est vraiment un projet incroyable. Bon, c'était un bon souvenir. Un très très bon souvenir. Bon, top. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton job, un peu tes passions ? Alors, mon job, donc, c'est staff engineer. C'est un terme plus connu aux US, mais qui se développe pas mal, je pense, dans les boîtes françaises maintenant. Si j'essayais de le résumer, ça serait faire de la technique en transverse dans les entreprises, et je suis un peu l'équipe, en fait, de l'ingénieur principal. Je suis un des membres de son équipe. Et donc notre but, c'est mettre en place des bonnes pratiques de code, des architectures, on peut faire des chiffrages, on peut faire des POC d'innovation, parfois on suit la production, on aide à faire certaines mises en prod, enfin on fait vraiment plein de choses, on forme des juniors, on a plein de rôles différents et c'est différent en fonction des entreprises aussi. Et moi j'en suis arrivé là, je suis chez SNCF Connect. Déjà, j'ai travaillé dans une ESN et donc dans beaucoup de boîtes plus ou moins grosses, même parfois des startups, en roulant ma bosse sur différentes technos, en fait, en apprenant un maximum de compétences et de façons de travailler. Et je suis rentré par l'équipe innovation chez SNCF Connect, parce que voilà, ils cherchaient un profil un peu touche à tout. Et je suis passé pendant 2 ans dans cette équipe innovation. Cette équipe inno m'a amené à faire en fait un POC en Flutter pour le reboot, enfin pour l'application SNCF Connect. C'est comme ça en fait que je suis rentré dans cette appli, en arrivant en disant ok, je veux bien faire partie des gens qui font le POC en Flutter pour vérifier que cette techno elle est compatible, elle est bien pour le projet SNCF Connect. On présente pas la SNCF, tout le monde connaît. Par contre, SNCF Connect et Tech, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors oui, SNCF Connect and Tech, donc c'est une filiale privée de SNCF Voyageurs. Donc SNCF Voyageurs, voilà, la SNCF est découpée en plusieurs entreprises. Il y a l'entreprise Voyageurs, on est une filiale, et donc on travaille sur l'application SNCF Connect, mais pas que. Parce qu'en fait, on fait aussi d'autres applications, comme par exemple l'application pour les conducteurs de train. En fait, ils ont tout un système de journal de bord, un peu quand ils rentrent dans le train. On fait des applications pour vendre les billets en gare, pour scanner des billets. On fait plein de choses. Voilà. Et donc, le SNCF Connect et Tech, notre but, c'est de rendre les mobilités durables accessibles à tous. Ça, c'est la phrase de l'entreprise, et on fait tout ce qu'on peut, notamment avec SNCF Connect, pour fournir du transport en commun, du transport longue distance, le maximum d'outils et de features sympas pour nos clients pour se déplacer en France. Donc ça va nous amener au sujet du jour. Donc vous êtes parti sur Flutter, l'objectif c'était de faire une nouvelle application from scratch.
Ce qui va m'intéresser, ça, c'est un petit peu, c'était quoi les grands enjeux du projet de refonte de la SNCF Connect quand vous avez démarré? C'était quoi le cahier des charges que vous avez reçu? Alors c'était cahier des charges assez ambitieux. L'objectif c'était de réunir déjà les deux équipes de développement de Oui SNCF parce qu'il y avait l'équipe Android, l'équipe iOS sous une seule techno. Et des gros enjeux sur l'accessibilité, notamment parce qu'on est une application publique, mais aussi parce que voilà, c'est de l'ADN en fait de l'entreprise de faire des applications accessibles. Et donc il fallait dans cette refonte absolument que tout soit le plus accessible possible. On en a profité en plus pour faire une UX différente, donc assez ambitieux comme projet quand même. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que partir sur Flutter, tu vois, quand on entend les contraintes que vous avez de performance, d'accessibilité, le cross-platform, en tout cas, quand on se remet dans l'époque dans laquelle vous avez fait le choix, c'était pas forcément un choix qui était forcément évident. C'est sur quoi vous vous êtes basé pour choisir Flutter par rapport à un React Native ou un Kotlin multiplateforme ou ce type de Ionic, enfin peu importe le framework cross-platform. Alors c'est toujours une question qui est difficile à laquelle c'est difficile de répondre parce qu'en plus c'est des technos qui changent et qui évoluent très très vite. À l'époque, par exemple, KMP, la partie Kotlin multiplateforme, il y avait des choses qui étaient en alpha et nous on voulait éviter de partir sur un truc un peu trop alpha. Alors on a quand même fait un POC. On a quand même fait du Swift UI par exemple et du Android Compose avec du KMP pour essayer de voir si ça pouvait fonctionner, si on pouvait partir dessus. Et il manquait beaucoup de choses et on savait que sur la deadline qu'on avait, ça allait être compliqué d'attendre toutes les features en fait. On se tirait un peu une balle dans le pied. C'est un exemple de choix de pourquoi on n'a pas pris cette techno. Et aujourd'hui, cette techno, elle a énormément changé. Et à la dernière Google I.O., Google a dit KMP c'est prod ready pour faire plein de choses très cool. Donc ce qui est vrai à un instant T n'est plus vrai 1 an ou 2 ans après. Et ça, c'est vraiment vrai dans l'univers mobile, quoi. C'est-à-dire, l'univers mobile, c'est vraiment le pire quand tu dois faire un conseil à un client, de dire, pars là-dessus parce que tu n'es pas sûr, t'es même pas certain toi-même, que dans 2 ans, c'est encore le cas, quoi. Ah oui, c'est très compliqué, mais de la même façon, React Native a beaucoup changé ces dernières années, le tooling a évolué, le moteur de rendu a été refait from scratch, je crois, comme celui de Flutter d'ailleurs. Flutter a aussi refait son moteur entre-temps, nous on a eu la migration. Donc c'est très très compliqué. Nous on est vraiment parti sur l'approche faire des POC. Au moins à chaque fois ce qu'on se dit c'est qu'on veut poker les features les plus compliquées et un parcours de vente minimal. Et donc quand je dis feature un peu compliquée, je dis voilà, est-ce que j'arrive à faire de l'Apple Pay, est-ce que j'arrive à faire du Google Wallet, est-ce que l'accessibilité justement, si je passe un auditeur d'accessibilité, est-ce qu'il valide que ça fonctionne avec cette techno? On se fait une liste de critères, une grande matrice, et on prend la techno qui a gagné le plus de critères en fait. Et en général, on rencontre aussi d'autres boîtes. Alors ça se fait beaucoup. Et maintenant on le fait nous aussi quand on nous sollicite des grands groupes en fait ou des plus petites entreprises, y a pas de souci, mais qui nous contactent, qui nous disent tiens ça vous dit pas de faire un point d'1 heure pour échanger, nous on est en pleine réflexion, on sait pas quelle techno choisir, et avec plaisir on leur explique ce qu'on a bien aimé, moins bien aimé sur une techno. On va rentrer dans le détail de Flutter. Alors, pour ceux qui sont habitués à écouter le podcast, ils savent que je suis pas un fanatique de Flutter. En tout cas, j'étais pas le fervent partisan de Flutter au démarrage, même si ma position a un tant soit peu évolué. Pour te questionner un petit peu sur Flutter, qu'on rentre un peu dans le détail de cette techno. Donc, dans Flutter, je crois que le plus gros effet waouh que tout le monde retient, c'est le hot reload, alors, qui existe dans plus en plus de techno. Mais quand c'est sorti, par rapport à ce qui se faisait sur le natif, c'était vraiment le truc incroyable. Si tu modifiais un morceau de code, tu sauvegardais et tac, t'avais la modification instantanément, soit sur device physique ou sur debugger. Et ça changeait vraiment la façon de développer en fait. Et il y a vraiment eu cet effet waouh chez nous sur des développeurs back-end qui ont dit mais c'est trop bien, en fait avec ça moi je veux faire du front, maintenant j'en ai jamais voulu en faire de ma vie, mais grâce à ça je veux faire du front. Et après le reste de la philosophie Flutter, c'est un arbre de widgets
Ça, c'est assez à la mode dans tout ce qui est techno-web aussi en ce moment, avec du React, par exemple, ou du l'Angular. C'est un moteur graphique qui essaye de s'approcher le plus possible du natif, mais qui est quand même avant tout un moteur graphique un peu, pas portable, mais en tout cas qui est capable de se brancher sur d'autres systèmes de rendu, ce qui fait que Flutter peut être rendu sur plein de trucs, plein de devices originaux, comme chez Toyota par exemple, dans leur voiture, il y a du Flutter. Et c'est ça la force. C'est toujours très inquiétant. Je sais pas si c'est inquiétant, moi je trouve ça génial, mais il y a du Flutter qui tourne sur Raspberry aussi maintenant, avec des petits écrans qu'on peut acheter pas très cher sur des sites chinois et tout. Enfin, c'est très rigolo. Et surtout, c'est open source. Ça, c'est quand même hyper intéressant de pouvoir se dire, je peux aller voir le code, je peux faire une PR, je peux discuter de l'avenir de la roadmap avec les développeurs et les aider en fait pour transformer Flutter pour mon besoin. Ça, c'est quand même hyper intéressant d'avoir une white box sur un outil, un framework sur lequel on travaille. Ce qui est un peu bizarre, mais ça fait partie du mode de fonctionnement de l'open source, hein, c'est qu'on peut pas prendre un SAV chez Flutter. On peut pas dire je veux payer pour être SAV Silver, Gold. Maintenant, ils sont assez attentifs quand même aux grosses entreprises parce qu'ils savent très bien que ça fait partie des boîtes qui sont susceptibles de payer des services tiers après chez Google. Donc ils sont quand même assez à l'écoute. Et je vois par exemple en ce moment, je sais qu'il y a Disney par exemple, et nous aussi, hein, on fait pas mal de PR sur des sujets d'accessibilité. Ils sont très ouverts et en fait c'est des sujets qui sont déjà dans leur roadmap. Hein. C'est juste qu'ils peut-être ils les priorisent un tout petit peu plus parce qu'ils ont des gros clients qui leur demandent. Dans l'entreprise, on a augmenté on a basculé certaines applis en Flutter et même certaines apps qui n'avaient pas besoin de cross-platform tout de suite, parce que du coup on a développé nos compétences dans cette techno et ça nous permet de partager certaines librairies qu'on développe en interne, parfois même des design systems. Et en fait on a énormément investi dans ces technos et tous les développeurs en sont très contents. Il y a des limitations. Alors, c'est pas vraiment des limitations, mais il y a des petites choses qui seront améliorées. On le sait parce qu'elles sont dans la roadmap, comme justement l'accessibilité. Parfois, il y a certains layouts, certaines façons d'afficher des choses qui sont pas optimales dans la navigation pour l'accessibilité. Mais en fait, dans ces cas-là, on trouve toujours des solutions. On va dire, tant pis, quand il y a un lecteur d'écran qui est activé, par exemple, on va simplifier en fait l'affichage. Peut-être même parfois, on va se dire, on va le simplifier pour tout le monde. En fait, c'est une très bonne raison de simplifier l'affichage. Et du coup, tant pis, c'était pas vraiment une limitation. Peut-être qu'en fait, on était allé trop loin sur un sujet et que ça n'avait pas d'utilité. Et c'était le moment de le simplifier. Et après, il y a les vues natives aussi. Alors ça s'est beaucoup amélioré, mais il y a eu une époque où par exemple, essayer d'afficher un composant d'un SDK qui voulait remonter une vue qui n'était pas du Flutter au milieu du Flutter. Flutter le permet. Ça pouvait créer des petits ralentissements en fait. Ça reste un use case assez particulier aussi, hein, de vouloir essayer d'afficher du natif dans le Flutter. Mais voilà, si vous avez un SDK, vous n'avez pas la main dessus, et vous n'avez pas d'autre solution, vous êtes parfois obligé de dire, tant pis, j'affiche une vue au milieu d'un SDK tiers. Et du coup, est-ce qu'en termes de taille de livrable, est-ce que Flutter c'est compétitif par rapport à une app native qui sont souvent assez petites? Oui. En fait, l'overhead pur de Flutter, on l'avait mesuré une fois. Et je crois qu'ils le mettent à jour dans les docs régulièrement. Le moteur Flutter, c'est peut-être 10 MO maximum, je crois, c'est moins que ça même. Donc, en fait, quand on build par exemple sur Android, on build un A à B pour les stores qui derrière refait un APK, en fait, ça fait des APK pas si gros. Et en plus, quand il livre des mises à jour, maintenant, on a des APK partiels, limite. Donc, en fait, les mises à jour sont pas très grosses. Parce que ça, je trouve que c'est un truc... il y a eu une inflation un peu dans les applications mobiles de manière générale parce que tu embarques des SDK dans tous les sens. Et du coup, tu te retrouves avec des applis qui font plusieurs centaines de mégas pour faire des trucs qui sont ridicules, quoi. Oui, mais après, il y a un peu le côté super app aussi, qui était une tendance mondiale, hein.
SNCF Connect, ça tend quelque part un petit peu aussi à être ça, hein, c'est qu'on se dit on met plus de fonctionnalités dans la même app. Donc l'app est plus grosse, mais en fait on n'a plus qu'une seule app, qu'un seul service. Ça, il y a un peu deux écoles. Il y a les gens qui aiment et les gens qui n'aiment pas. Il y a les gens qui disent moi j'aimerais une appli qui fait une seule chose, par exemple, qui vendrait que du TGV. Et il y a les autres qui sont très contents d'avoir tous les services dans la même application. Ouais, moi j'avoue que j'ai un avis, je suis pas super fan des super apps parce que souvent ça finit par avoir des applications dont l'ergonomie on la comprend plus parce que du coup ça fait papa maman dans tous les sens et tu comprends plus grand chose quoi. Mais ça c'est comme tu dis c'est un avis personnel et la tendance à la super app elle est un peu partout pareil quoi. Ça, je te rejoins là-dessus quoi. Du coup en termes d'accessibilité, qu'est-ce que ça a donné? Je sais que c'est un enjeu fort hein, pour la SNCF Connect. Est-ce que vous êtes parti sur du natif Flutter pour l'accessibilité? Vous avez utilisé des plugins? Comment ça a fonctionné? Alors ça, c'est by design l'accessibilité dans Flutter, c'est assez chouette. Donc avec ce qu'ils appellent un widget qui s'appelle Semantics. En fait, Google fournit une librairie de composants de base matériel, un peu stylé Material Design, qui a toutes les semantics par défaut qui sont développés par les personnes de Google. Et ensuite, quand on fait des widgets à nous plus customisés, nous, on peut rajouter cette sémantique sur chaque composant pour décrire au lecteur d'écran ce que c'est en fait ce qu'on est en train de lui afficher. Donc quand je dis sémantique, on parle pas uniquement du texte en fait qui est affiché, on parle aussi de rôle. Et donc le rôle tire en fait la façon d'interagir avec un composant. Donc le lecteur d'écran va expliquer par exemple une checkbox est une checkbox qu'elle a un état allumé éteint, ou par exemple dans une liste elle va dire cet élément est le premier élément d'une liste de 10 éléments et vous avez sélectionné le premier élément sur 10. Ouais, parce que typiquement un sujet qui est assez classique en accessibilité, c'est on a l'habitude d'avoir des interfaces qui sont réactives, c'est-à-dire je fais une action dans le bas de l'écran et ça va rajouter par exemple quelque chose au panier qui va s'afficher dans le haut de l'écran. Et tout l'enjeu de l'accessibilité, c'est d'être capable que la recopie d'écran ou le lecteur, comme tu dis, soit capable de détecter les bons événements pour être capable de lire à haute voix généralement ce qui est en train de se passer réellement à l'écran. Et c'est même pire que ça parce que ce qui est intuitif pour une personne qui est voyante, par exemple, parce que le malvoyant c'est un handicap, mais il y en a d'autres. Ce qui est intuitif pour une personne qui voit son écran, c'est contre-intuitif et c'est même déconseillé dans les règles des référentiels d'accessibilité de déplacer des choses ou en tout cas trop de choses à la suite d'une action. C'est-à-dire que normalement une action ne devrait pas faire bouger l'écran dans tous les sens, ne devrait pas faire des scrolls automatiques, parce qu'en fait sinon la personne qui est en lecteur d'écran ne peut pas comprendre où est-ce qu'elle en est. Si on lui déplace son curseur, après elle est perdue, elle est obligée de renaviguer à droite, à gauche pour se dire ah oui en fait ok on m'a redéplacé ici, c'est pas ce que j'ai demandé. Donc en effet il y a quand on met en panier comme tu dis, il y a une partie annonce qu'on utilise pour dire je viens de mettre quelque chose dans votre panier, mais pour autant, il faut pas non plus lui mettre son curseur sur son panier. Il faut laisser la personne où elle était pour pas la perdre. Et du coup, alors moi, c'est un truc, parce qu'on a un certain nombre de clients sur lesquels on a pas mal bossé sur l'accessibilité. Vous êtes basé sur quel référentiel? Je trouve qu'en France, c'est quand même dur d'avoir, j'ai envie de dire, la bonne bible à suivre pour arriver en disant ça y est, mon application elle est accessible. Comment ça a fonctionné un petit peu ce travail-là chez vous? Alors, on a la chance d'avoir déjà une équipe accessibilité avec une personne malvoyante qui vient toutes les semaines. Et on est aussi en lien avec des associations de consommateurs et qui nous remontent des problématiques d'accessibilité. Et comme c'est aussi un enjeu légal chez nous, on suit toujours les dernières versions de référentiels qui sont obligatoires en fait légalement. Et c'est vrai que c'est des référentiels qui changent souvent. En plus, des fois, il y a des versions, il y a des choses qui sont en draft. Contradictoire, ça peut arriver. Enfin, il y a des choses en draft parfois, qui sont retravaillées. Du coup, si on le fait trop tôt, peut-être qu'en fait, ça risque d'être inversé dans la version finale ou fait différemment. Donc, ça demande quand même, d'avoir des personnes qui s'y intéressent. Et on a aussi une partie d'audit externe. C'est-à-dire
on se renseigne à différents endroits. Et donc là, on est rendu à RG2A, V2, quelque chose. Enfin, et le web et le mobile, c'est pas le même référentiel. Je les ai même plus en tête parce qu'en plus, parfois, ils changent de nom. Mais je sais où les retrouver quand j'en ai besoin, de quelle ligne il faut aller voir pour vérifier quoi. C'est important d'avoir des experts qui suivent ces sujets-là, oui. En termes de testing, donc tu as parlé du testing humain avec des vraies personnes qui utilisent vraiment l'application. Est-ce que sur tout ce qui est autour de la pipeline, du CI/CD, est-ce que vous avez mis des choses en place? Est-ce que tu as des retours d'expérience là-dessus? Oui, alors un usage qui est pas mal sur Flutter, nous on fait ce qu'on appelle des golden accessibles, c'est-à-dire qu'on fait un screenshot d'écran mais en mode lecteur d'écran. Donc ça retire toute la partie UI et ça laisse que des carrés avec les textes qui seront lus par le lecteur d'écran. Et ces carrés représentent aussi l'imbrication des éléments. C'est-à-dire que ça donne, alors ça reste une image, hein, mais à l'œil, dans une CI, ça permet de voir si une imbrication a été cassée et donc qu'a priori une navigation cassée ou changée, une navigation donc va changer. Parce que si l'imbrication a changé, le lecteur ne passe pas de la même façon sur les éléments en fait. Ça, c'est un truc que vous avez fait vous-même ou c'est quelque chose qui existe vous avez utilisé des technos qui existent pour faire ça? Alors on a utilisé, c'est prévu de pouvoir faire des golden dans Flutter. Par contre, a priori, ça c'est rigolo, l'équipe Flutter n'avait pas prévu qu'on utilise les golden pour faire de l'accessibilité. Ah oui? Et donc on leur avait montré une fois qu'on faisait ça. Ils nous avaient dit ah ouais c'est intéressant comme cas d'usage, pas mal. On n'avait pas pensé à faire ça. C'est rigolo. Et du coup vous avez souvent des régressions ou pas? Parce que les développeurs, parce que c'est eux à la fin des fins qui mettent la main dans le code, est-ce que eux ils sont tous été formés? Est-ce qu'ils ont l'habitude de, enfin comment ça fonctionne? Parce que c'est pas des sujets généralement qui sont appris dans les écoles. C'est vrai. Nous on a des formations obligatoires en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est mis en objectif en fait carrément quoi. Un objectif pour avoir par exemple un variable à la fin de l'année, il y a formation obligatoire, accessibilité, sécurité, etc. Et ça se passe très bien puisqu'en fait on a des intervenants en interne et on a aussi un système. Alors ça fait partie du test manuel, hein, mais quand on fait des tickets, on peut dire j'aimerais bien une revue accessibilité parce que je suis pas sûr de mon coup. Et donc là, la personne malvoyante, elle peut faire une passe particulière sur le ticket. Et cette personne, elle vient sur site, donc on peut même la rencontrer. Il y a son chien d'aveugle qui est là et tout, c'est hyper sympa. Ouais, donc vous avez priorisé l'humain quoi. Oui. Après, on fait quand même pas mal de tests automatisés avec ce qui est disponible dans Flutter. Hein. Il y a d'autres choses dans Flutter sur les tests unitaires, par exemple. On peut vérifier s'il y a un bouton trop petit automatiquement sur des widgets. On peut vérifier le contraste. On peut vérifier s'il manque des labels en fait sur des éléments avec lesquels on peut interagir. Donc il y a plein de petits outils quand même dans Flutter pour aider à ça. Après, moi mon automatisation parfaite, enfin presque parfaite, ça serait de réussir à faire de la navigation. Et ça, je cherche encore une solution de faire ça parce que automatiser la navigation au lecteur d'écran, c'est pas prévu dans aucun OS, aucun framework, et ça serait pourtant très très intéressant à faire. Ah, c'est possible de le faire un peu en web, mais en mobile, je connais pas de technos qui font ça. Ouais. J'ai essayé des dizaines de technos pour essayer de simuler des swipes. En fait, ça simule même pas correctement un humain qui swipe sur un écran. En fait, c'est très compliqué à faire. Le temps avance, on va parler un peu consommation de ressources. Flutter, c'est pas plus consommateur pour aujourd'hui qu'une ressource, enfin qu'une app native. Mais comment vous arrivez à mesurer votre empreinte? Est-ce que vous avez des KPI particuliers? Comment vous fonctionnez à SNCF Connect? Alors, on a différentes choses. Il y a une grosse partie mesure, et notamment avec notre partenaire GreenSpector, donc qui est une entreprise qui te fait en fait une validation de ton niveau d'empreinte sur ton appli. Eux, ils ont carrément des benches en fait physiques sur lesquels ils font tourner des applis. Et ils peuvent mesurer consommation batterie, CPU. Ils font même des mesures de la luminosité de l'écran.
Ils font des mesures réseau, enfin, ils font plein de choses et à la fin ils nous sortent des grands rapports. Enfin, on se fait des points pour débriefer en fait toutes ces mesures-là et ils nous donnent nos axes d'amélioration. Et ça, on le fait 1 ou 2 fois par an en fait, ça dépend. On peut faire à la demande. Après, sur la CI, on a quelques garde-fous qui regardent la taille justement de l'application, vérifier que ça grossit pas trop. On se met des limites en fait, et si on atteint les limites, on discute. On se dit, C'est quoi, là, pour info, la taille de l'appli? honnêtement, j'ai pas en tête la taille de l'APK qui ressort du store, parce que le AAB que tu envoies sur les stores aujourd'hui, il doit faire 100 mégas, un truc comme ça. Mais lui, en fait, il se refait des coups. Ça, c'est l'ancien FAT APK qui se refait saucissonner en fonction de chaque architecture de processeur, etc. Et la taille finale, c'est pas du tout ça. Mais j'ai pas la dernière mesure. Vous arrivez à rester quoi sur des applis qui sont inférieures à 100 mégas, quoi. C'est l'objectif. De toute façon, en plus, le store t'impose des limites aussi. Hein. Au bout d'un moment, tu peux plus uploader sur le store. En fait, si tu dépasses 150 mégas de A à B, je crois, tu es bloqué. Bah, l'autre jour, je mettais à jour mon application Outlook sur mon téléphone et elle fait plus d'1 giga, quoi. Et je me suis dit, c'est quand même complètement hallucinant de se dire qu'une application de gestion de mail, cette taille-là, quoi. Ah ouais, oui, c'est commence à devenir trop gros. Est-ce que tu trouves que Flutter, ça t'aide à maîtriser cette consommation énergétique ou c'est pas pire, pas mieux qu'un framework natif? Bonne question. Il y a quand même de l'outillage qui est intéressant sur, par exemple, les frames, on en parlait, la qualité d'affichage, est-ce que je suis au maximum des frames de mon téléphone ou pas, même en debug. Il y a aussi ce qu'ils appellent les tests de performance, où là, en fait, on peut lancer soit un test, soit juste faire un parcours manuel, soit lancer un test automatisé, et en fait, quand l'appli est buildée en mode performance, là, il te fabrique tout un rapport avec tout le flame chart de la mémoire, du pros, qu'est-ce qui a consommé le plus, etc. sur ton appli. Un peu comme on a dans les Chrome DevTools pour le web, en fait. Alors là, c'est un peu costaud à analyser, mais on en lance parfois des tests de performance pour essayer de voir s'il y a un truc qui dans les derniers développements qui est pas bon par rapport à ce qu'on faisait avant. Une feature qu'on n'aurait pas soupçonné, qui aurait trop consommé, un développement où on aurait loupé quelque chose, on fait des tests de performance de temps en temps. Et il y a plein d'outils sympas comme Flashlight qui sont faits par BAM aussi, qui permettent de faire des mesures qui fonctionnent en Flutter, que vous utilisez peut-être d'ailleurs. Sur Flutter, moi j'utilise pas, moi j'aime pas cette techno. Donc, et Flashlight, ça fait natif et React aussi, je crois, ça fait tout Flashlight. Est-ce que tu peux nous partager sur Flutter, donc je pense qu'on l'aura entendu, tu es assez convaincu de la techno. Est-ce que tu peux nous partager pour ceux qui voudraient se lancer bientôt, de se dire c'est quoi les bonnes pratiques ou les librairies que tu recommandes et à défaut peut-être des librairies que tu recommanderais pas? Je dirais vérifier l'accessibilité dès le démarrage. Ce serait une bonne pratique, une bonne recommandation. Alors, normalement, ça fonctionne de base si on prend des composants de base, mais c'est bien de se former. Ça prend pas longtemps en réalité de naviguer sur un écran et de se faire un petit test qui vérifie que ça fonctionne bien. Ensuite, je dirais, ça c'est un avis personnel, mais prenez la gestion d'état et des architectures proposées par Google. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans Flutter, c'est que Google n'a pas imposé la librairie pour gérer l'état de l'application globale ou locale à des composants et n'a pas imposé d'architecture non plus. Par contre, elle en propose plusieurs qu'elle recommande et il y a une bonne raison à ça. C'est que en fait, le choix est suffisamment grand pour trouver son bonheur. Donc par exemple, il y a un mode qui est plus Redux pour des gens qui viendraient justement du React. Si Redux ça vous parle, prenez Redux. Ne reconnez pas la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Dans le même genre, utilisez par exemple GoRouter. GoRouter, c'est le nouveau routeur qui a été fait par Google. Alors maintenant, ça fait quelques mois maintenant c'est le routeur officiel. La recommandation, c'est de l'utiliser parce que c'est maintenu par les équipes Google, donc c'est probablement celui qui va le mieux fonctionner.
Ouais, de toute manière, il vaut mieux pas trop s'éloigner des standards. Oui. Moi, enfin, c'est toujours une recommandation que je fais, c'est que vous partez sur une techno, respectez la philosophie de la techno et essayez pas de dériver à tenter des trucs un peu, de copier les idées d'une autre techno, parce que généralement, ça finit toujours par être un massacre. C'est souvent une mauvaise idée. Et un autre point à faire, intéressant à regarder, c'est la compatibilité des packages qu'on utilise. Parce qu'en fait, si on a déjà l'idée qu'on veut faire du multiplateforme, bien certains packages n'ont pas forcément développé la fonctionnalité. Par exemple, vous faites une appli mobile, vous dites tiens, j'aimerais bien la sortir en Windows. Peut-être qu'en fait le package que vous venez de prendre, il fait pas Windows, quoi. Donc soit il y en a un autre qui le fait. Ouais, n'ont pas toutes les targets. Exactement. Donc soit il y a un autre package qui a prévu et du coup faudrait peut-être mieux s'intéresser à l'autre dès le départ plutôt que de faire une migration. Soit malheureusement vous serez bon pour faire une PR pour Windows, mais et du coup en termes de target, justement, ça c'est un truc qui est intéressant parce que la promesse Flutter, c'est d'être capable de quand même de faire une app ou en tout cas de réutiliser du code sur toutes les targets. Vous avez un retour d'expérience sur la target desktop? Pas du tout, on l'utilise pas. Parce que moi je cherche toujours quelqu'un qui l'a utilisé parce que j'aimerais bien me faire un avis de est-ce que ça fonctionne réellement ou c'est juste sur le papier. Alors moi j'ai déjà lancé pour bidouiller, juste pour voir par curiosité SNCF Connect en desktop et ça fonctionne pas mal, mais bon j'ai pas creusé pour débugger tout ce qui fonctionnait pas, justement les fameux packages qui avaient pas la bonne target, mais j'avais pas tant de choses que ça à faire, probablement parce que maintenant l'écosystème Mac est très proche d'iOS en fait. Je connais pas de boîte. Je connais des boîtes qui font Flutter Web et qui font app avec la même code base, mais sur desktop, c'est vrai que j'en connais pas tellement. Et du coup, ça va être la question, c'est la parfaite transition. Votre site web aujourd'hui, c'est du Next. Est-ce que vous avez envisagé de passer le site web sur Flutter ou pas du tout? Alors pour l'instant, non. Enfin, dans un futur proche, c'est pas envisagé parce qu'il y a pas de server-side rendering par exemple. Il n'y a pas les dernières innovations web où côté web on tend de plus en plus à revenir sur un rendu serveur. Et pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut pour SNCF Connect. Mais il y a sur d'autres use cases. Quand on est assez vieux, on sait qu'on a tenté de le faire sur le serveur, après sur le navigateur, sur le serveur. Oui, c'est ping-pong. Après, on va faire entre les deux. Après, on va faire, tu sais, bon. Mais je suis d'accord. Mais il y a un grand retour rendu côté serveur en ce moment à fond avec Next, qui vont assez loin, d'ailleurs, sur le sujet. Et Flutter Web n'est pas dans cette philosophie-là. Ouais. Et par contre, pour d'autres applis, on se pose la question, on teste, et ça fonctionne plutôt bien. Si quelqu'un de chez Google nous écoute, on sait jamais. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur demander pour la future version de Flutter? Est-ce que il y a un truc, tu te dis, ça serait vraiment bien si ils arrivaient à faire ça, quoi. Alors, j'en parle déjà avec eux, mais ils sont déjà en train de le faire d'ailleurs. Mais la partie accessibilité sur le web, prendre tous les derniers critères de l'accessibilité ARIA, ça serait top. Mais je sais qu'ils sont déjà en train de le faire. Un truc plus fou alors. Un truc plus fou. Franchement, il y a beaucoup de choses dans Flutter déjà. Je dirais peut-être du SEO sur le web, ça serait incroyable. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de petites boîtes qui essayent de lancer des applis ou avec un site en Flutter Web, parce que ça leur fait des économies, ça fait une seule base de code et il manque un peu de SEO, j'ai l'impression. Ce qui est très rigolo, et peut-être que je vais faire une digression, c'est que tous les produits Google, ils sont nuls en SEO. C'est-à-dire, tu prends Angular, par exemple, qui est un bon produit Google, le SEO, il est nul. Alors, c'est étonnant parce que tu dis, c'est la boîte qui, quand même, a inventé ça, quoi, tu vois. Oui. Et leur produit, à chaque fois qu'ils sortent un framework, c'est pas dingue en SEO, quoi. Mais j'ai lu un thread il y a pas longtemps et justement, il y avait une personne qui disait, mais moi, j'ai développé tout. Toute ma stack, c'est du Google, de l'infrastructure jusqu'à mon appli front. Même mon back-end, il avait pris un framework de chez Google. Il dit, je comprends pas, pourquoi le SEO, pourquoi le robot, en fait, qui passe sur mon appli, il fonctionne pas. On doit bien pouvoir trouver quelque chose, quoi. Et quelqu'un de chez Google avait répondu, oui, mais bon, c'est des produits différents, et donc, c'est pas parce que le robot, il est fait par Google que de façon instantanée, il fonctionne sur la techno. Ça peut se comprendre, c'est quand même une grosse boîte. Non, mais oui, ça peut se comprendre, mais c'est vrai que, par exemple, sur Angular, c'est quasiment impossible de faire un site qui soit référençable, quoi.
Mm. Et leur augulaire universal, ça marche pas, quoi. Donc, mais bon, peu importe, c'était juste un petit détour là-dessus. Moi, je suis pas un grand. Alors cette idée qui est de la code base qu'on va pouvoir avoir pour l'application mobile, l'application desktop et le web, c'est intellectuellement satisfaisant. Dans la vraie vie, je suis pas super convaincu qu'on va y arriver dans un horizon proche. Mais c'est un avis personnel. Oui, mais en fait, souvent, ce qui manque, c'est de le voir pour le croire. C'est un peu ça. C'est ça. Et moi, je l'ai vu 2 fois là, et je connais une appli qui tourne en prod, une startup qui a son web et son mobile iOS Android. Pour l'instant, ils en sont contents. C'est une appli bancaire, donc ça fait plutôt sens. L'avenir nous dira si c'est pérenne ou pas comme fonctionnement. Ouais, et puis on n'est jamais à l'abri que Google abandonne les choses. Hein. C'est leur stratégie d'abandonner souvent des produits. Je sais que ça arrivera pas, Arthur, mais j'ai envie d'y croire. La Google I.O., les équipes nous ont dit Non, tout va bien, ouais. pas de problème, Flutter, on continue d'améliorer. Non, mais pour le coup, je crois qu'ils y croient vraiment à ce produit, donc ils vont vraiment pas l'abandonner. Il y a des grosses statistiques en plus Ouais. sur les applis qui sortent en Flutter sur le Play Store. Et je crois que ça monte Ouais, non, vraiment mais, très fort. Donc, je suis critique, mais parce que pour le plaisir de la conversation. On n'en a pas trop parlé. Peut-être que tu nous expliqueras dans un prochain podcast un petit peu l'architecture du back-end, comment vous avez fait. Vous êtes parti sur du cloud AWS, que vous avez fait du serverless et tout ça. Est-ce que tu penses néanmoins que, en un mot, est-ce que tu penses que le serverless, je vais arriver. Le serverless, c'est une bonne idée pour les applications du futur? alors, la réponse que j'aurais là-dessus, j'ai un peu réfléchi avant de dire ça. Je me suis dit si la tendance est vraiment sur l'IA générative, du coup de discuter avec une IA, je pense que le serverless fait vraiment sens parce qu'en fait il y a plus vraiment de parcours avec une IA. En fait, on pose des questions de façon un peu au fil de l'eau de comment ça nous vient, et du coup si l'IA a besoin d'aller chercher une info, là elle va peut-être déclencher du serverless qui va lui donner ce dont elle a besoin. Ça va se couper et la discussion va continuer. Mais en fait, il n'y a pas une personne qui va poser la même question au même moment, dans le même ordre. Du coup, ça donne plus d'intérêt, je trouve, de ne pas garder des serveurs allumés en permanence pour faire des parcours qui sont toujours les mêmes avec une application mobile, par exemple. Là, on sera beaucoup plus de façon aléatoire sur les appels. Ouais, donc ce que tu dis, c'est d'imaginer que dans un futur, il y aura moins d'interfaces et plus de dialogue événementiel entre IA et différents services qui seraient exposés en serveur. Je suppose, j'ai l'impression que c'est un peu la tendance en ce moment, qu'on discute plus avec des enceintes, avec nos téléphones et avec des chats divers, quoi. Peut-être, l'avenir nous le dira. On va avancer vers la conclusion, Adrien. Est-ce que tu as encore un rêve technologique ou un rêve de projet, quelque chose qui t'anime? Alors ça peut être du très long terme, hein, là c'est vraiment prospective. J'aimerais bien, typiquement dans le train, alors c'est un rêve entre guillemets, mais qu'on arrive un jour à simplifier l'interconnexion des SI. Alors c'est quelque chose, je pense qu'il y a un problème depuis la naissance de l'informatique en fait. Mais par exemple dans le train, il y a la norme OSRM pour essayer de normer les échanges entre les entreprises et les SI qui font du train. Et j'aimerais bien en fait qu'on arrive à développer ce genre de système, et je me questionne sur est-ce que peut-être les IA aideront à ça, je ne sais pas, peut-être que les IA aideront à créer et maintenir des passerelles de façon automatique, peut-être, ou que ça passera par des normes au niveau européen, je ne sais pas. Ouais, j'aimerais bien y croire, mais je suis pas convaincu, quoi. Parce que l'interconnexion, moi, depuis que je suis né, on me dit qu'on va avoir des formats standards et que ça va bien se passer. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui a envie de réinventer le standard. Bah, tu vois, je te prends l'exemple moi, ça me fait toujours rigoler, les formats d'image, tu vois. Les formats d'image, Oui. depuis que ouais, j'ai démarré l'informatique, il y a peut-être 10 nouveaux formats d'image qui sont arrivés, le suivant étant toujours celui qui va tous remplacer tous, et puis en fait, on a juste un de plus à gérer, quoi. Oui. Mais bon, qui sait, on sait jamais. Ça reste un rêve, voilà. Ça reste un rêve, exactement. Est-ce que tu peux me donner, il y a une question que j'aime bien, c'est avoir la définition que tu pourrais nous donner je te laisse choisir un terme entre une bonne technologie, un bon projet, un bon développeur et un bon développement, et me donner ta définition avec tes propres mots. Bonne technologie, je dirais, c'est une technologie qui est adoptée par l'écosystème et les développeurs, en fait. Je pense que c'est tout simplement ça. Parce que
la techno peut être très très bonne, très chiadée, très avancée techniquement, tout ce qu'on veut, si elle est adoptée par personne parce que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne, ou ça n'ira nulle part en fait. Et si c'est open source, c'est encore mieux. Un bon projet, un peu dans le même esprit, je pense que c'est un projet qui motive les gens en fait. Si les gens, c'est vraiment la base d'un bon projet. Si on a un projet qui motive les gens vont s'organiser pour le faire correctement. Et le projet sera forcément bien fait, je pense, avec beaucoup de bonne volonté. Donc de la motivation. Et voilà, mais c'est très difficile, je trouve, de bosser sur un projet qui nous parle pas en fait. Et c'est pour ça aussi que je suis chez SNCF Connect. Le train, ça me parle. Je prends énormément le train. Et du coup, je suis content tous les jours de travailler sur ces sujets. Un bon développement, c'est finalement un développement qui reste simple, qui a un pattern assez clair, connu, compréhensible et qui va essayer de rester simple dans le temps. Parce qu'en fait, avec l'expérience, je me dirais si vous êtes d'accord, plus on met des architectures hyper complexes avec des abstractions, etc., plus ça vieillit mal souvent parce que ça finit par être tordu, parce qu'en fait ça répond plus. Tu comprends plus rien, quoi. Et à la fin on comprend plus rien. Et parce que voilà, à l'instant T c'était très bien, mais en fait la généricité n'a pas marché, et en fait le modèle métier il est tordu, et ça fonctionne plus du tout. Ouais, et puis souvent la généricité, le défaut du truc, c'est que ça crée des abstractions, et qu'en fait, quand tu mets un nouveau développeur dessus, en fait, il comprend plus du tout le pourquoi il y a tout ça qui est abstrait, quoi. Oui. Du coup, ça passe à côté, quoi. Exactement. Donc il y a un développement simple et compréhensible et accessible, et avec une UX simple. Et avant la fin, est-ce que tu peux nous donner, pour ceux qui nous écouteraient, qui pourraient se lancer dans le domaine de l'informatique ou pas, est-ce que tu as un conseil pour nos auditeurs ? Alors c'est un avis très personnel, mais je me dis qu'en fait tout ce qui est écologie, c'est un peu à contre-courant dans la tech en ce moment. On a du mal en fait à se projeter là-dedans parce qu'on est dans une époque très IA, en plus on a accès à des ressources de fou. Donc en fait, en 2 clics, on peut cramer énormément de ressources informatiques, et on a des machines surpuissantes. Et du coup, mon conseil, ça serait, mais questionnez-vous sur vos usages, vos pratiques, sur les choses que vous êtes en train de développer, et lisez un peu des choses sur l'éco-conception. Il y a plein de livres, il y a plein de guides. Intéressez-vous au slow code, peut-être même au low code, parce que il y a déjà énormément d'applis, on a énormément de puissance de calcul, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça en fait? Eh ben, je pense que c'est un beau mot de la fin, Adrien. Merci pour cette interview. Et puis peut-être qu'on s'en organisera une autre si tu es d'accord, peut-être pour discuter un petit peu architecture, tout ce qui est server-side qu'on n'a pas traité aujourd'hui. Ouais, avec plaisir. Et merci à vous pour l'invitation.